Sénateur Francis. Avant de prendre la parole, j'aimerais reconnaître que je prends la parole sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Aujourd'hui, à titre de président du Comité des peuples autochtones, j'ai l'honneur de parler du texte C-29, loi prévoyant la création d'un Conseil national de réconciliation. Le projet de loi répond à l'appel à l'action numéro 53 du rapport final de la Commission sur la vérité et la réconciliation, qui demande au Parlement d'adopter, en consultation avec les peuples autochtones, une loi permettant de créer un Conseil national pour la réconciliation. Le projet de loi propose la création d'un organisme de surveillance nationale permanent et indépendant qui serait constitué en organisation à but non lucratif et qui aurait pour mandat, entre autres, d'évaluer les progrès pour en faire rapport. Le projet de loi jette également les bases des appels à l'action 55 et 56 qui décrivent les fonds à allouer au Conseil et les données qu'il doit obtenir des différents paliers de gouvernement. Le Premier ministre a été également tenu de répondre de façon officielle au rapport élaboré par le Conseil, qui mettrait en exergue les progrès réalisés dans tous les secteurs et par tous les gouvernements et formulerait des recommandations dans un rapport annuel sur la situation des peuples autochtones et les plans du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation. Parlons maintenant de l'examen du projet de loi C-29 en comité. En tout, nous avons tenu 12 réunions qui ont duré plus de 20 heures. Pendant ce temps, nous avons entendu plus de 50 témoins et nous avons reçu 23 mémoires, dont 7 réponses de témoins à nos réponses. Je remercie les membres du comité d'avoir fait ce travail de façon respectueuse et productive. Par exemple, pour élaborer un plan de travail robuste, nous avons demandé aux membres et aux non-membres de proposer des témoins et nous avons essayé de répartir les plages de façon équitable. Pour entendre un maximum de témoins, nous avons également lancé un appel à contribution écrite et nous avons encouragé nos collègues à diffuser l'invitation au sein de leur réseau. Bien que loin d'être exhaustif, je pense que les témoignages entendus sont représentatifs des différents points de vue des peuples autochtones relativement au Conseil national pour la réconciliation. Jeudi dernier, le 26 octobre, le Comité des peuples autochtones a présenté son 15e rapport sur le projet de loi C-29 avec des amendements et des observations que j'ai l'intention de résumer. En ce qui concerne les amendements, le comité a modifié l'article 2 qui définit les termes utilisés dans le projet de loi. En particulier, nous avons modifié le terme gouvernement et ajouté l'expression organe directeur autochtone qui englobe le leadership et la structure organisationnelle choisie par les groupes des Premières Nations, d'Inuits et de Métis. Le comité a également modifié l'article 6 afin de préciser que l'objectif du Conseil est de favoriser la réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones, plutôt qu'avec les peuples autochtones. Cet amendement souligne que la réconciliation s'étend à tous les niveaux du gouvernement et de la société. Il s'agit en outre d'une responsabilité partagée par les diverses populations autochtones et non autochtones qui composent le Canada. L'article 7, qui définit les fonctions du Conseil, a également été modifié. Conformément à l'appel à l'action 53, l'accent est mis sur le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports. Nous avons également ajouté au plan d'action national pluriannuel les composantes de l'élaboration des politiques et des programmes d'éducation publique. Enfin, nous avons précisé que le Conseil doit stimuler et promouvoir un dialogue novateur ainsi que des initiatives des partenariats publics-privés afin de faire progresser la réconciliation. Le comité a ajouté de nouveaux articles 7.1 et 7.2, de nouveaux paragraphes plutôt, qui répondent à plusieurs préoccupations soulevées par Inuit, Tapérit, Kanetami et d'autres témoins. Suite à l'amendement à l'article 2, il est explicitement précisé que le Conseil n'agira pas au nom d'une instance dirigeante autochtone, il ne représentera pas ses intérêts. Le fait de consulter le conseil ou de s'engager avec lui ne permet pas de s'acquitter de l'obligation de consulter les gouvernements ou d'autres personnes. En outre, il est précisé que le Conseil n'interférera pas avec les travaux menés dans le cadre des mécanismes bilatéraux actuels ou futurs établis entre le Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis, tels que le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne.
Il y a également un amendement à l'article 16 qui traite de la divulgation d'informations. Dans le projet de loi, les paragraphes 1 et 2 de l'article 16 prévoient que le ministre élabore en collaboration avec le Conseil un protocole d'échange d'informations afin que le Conseil puisse exercer ses fonctions. Si les informations pertinentes ne sont pas communiquées, l'article 16.3 ajoute que le Conseil peut demander réparation à la Cour fédérale. Je souligne ici que le mot utilisé est peut et non doit. En d'autres termes, il ne s'agit que d'une option parmi d'autres que le Conseil peut poursuivre. L'article 16.1, qui traite du rapport annuel du premier ministre, est modifié pour préciser que la fin de l'exercice financier est le 31 mars. Enfin, un nouveau paragraphe, 17.1, est ajouté. Il s'agit d'un amendement de conséquence qui permet de s'aligner sur les nouvelles exigences en matière de rapport énoncées à l'article 7. Le comité a également formulé 6 observations concernant le projet de loi C-29. Premièrement, nous avons observé que le contexte qui sous-tend la création du Conseil est celui des effets intergénérationnels dévastateurs des politiques assimilationnistes promues par le gouvernement fédéral, notamment les pensionnats indiens, qui ont eu des répercussions négatives importantes sur le bien-être des peuples autochtones et qui soulignent la nécessité d'un organisme indépendant géré par des Autochtones, capable de mesurer les progrès accomplis dans l'élimination des disparités entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Les aînés, les survivants et leurs descendants doivent guider ce travail. Deuxièmement, pour remplir son vaste mandat, nous avons également noté que le Conseil doit avoir un accès rapide et libre aux informations provenant de tous les niveaux de gouvernement. Troisièmement, compte tenu des difficultés rencontrées par d'autres organismes tels que le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le comité a également observé ou noté qu'un mécanisme de résolution des plaintes devrait être mis en place en même temps que le protocole de partage et de divulgation de l'information décrit à l'article 16.1 du projet de loi C-29. Quatrièmement, le comité a également recommandé que le conseil d'administration s'efforce d'inclure une représentation plus large des peuples autochtones que celle actuellement identifiée dans la loi. Plus précisément, elle doit refléter la diversité, les antécédents et les expériences des peuples autochtones, quel que soit leur lieu de résidence. Tout en évitant d'être trop normative, cette observation souligne la nécessité d'une représentation et d'un engagement inclusif. Cinquièmement, afin de refléter l'importance primordiale des mécanismes bilatéraux établis entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis, le comité a amendé le projet de loi et précisé explicitement que le Conseil ne devrait pas interférer avec ces mécanismes. Sixièmement, tout en se félicitant que le gouvernement du Canada ait alloué un fonds de 126,5 millions de dollars, le comité a convenu avec les témoins que ce montant était insuffisant. Pour remplir son mandat, le Conseil doit être soutenu par un financement pluriannuel à long terme afin de s'assurer qu'il dispose des ressources financières, humaines et techniques nécessaires. Par conséquent, nous avons fortement recommandé au gouvernement d'augmenter le fonds à un niveau plus approprié, au moins proportionnel à celui de la Fondation autochtone de guérison, qui, comme nous l'a dit le professeur David McDonald, est devenu autonome grâce à un investissement total de 515 millions de dollars. Cette observation souligne la crainte que, faute de fonds suffisants, le Conseil ne dispose pas des ressources financières, humaines et techniques nécessaires. Ce point a été souligné par la Dr. Mary Wilson, l'une des 3 commissaires de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a déclaré, et je cite, « Sans l'argent et les moyens, tout peut devenir politisé et fragile, alors qu'il faut que ça soit permanent et stable. Il ne peut pas s'agir d'une autre organisation perçue comme démunie qui tente de faire des miracles avec peu de moyens. » Fin de la citation. Chers collègues, avant de conclure, je voudrais faire quelques brefs commentaires. Dans le cadre de l'examen du projet de loi C-29, certains se sont inquiétés du manque de consultation. Je respecte ces arguments et je comprends leur origine. Cependant, il est important de rappeler le travail de la Commission Vérité et Réconciliation qui, sur la base de recherches, d'archives et de témoignages recueillis entre 2008 et 2015, a recommandé la création d'un Conseil national pour la réconciliation. Cette position est partagée par la Dr. Mary Wilson. Elle a déclaré, je cite, « Je sais que cette déclaration sera controversée,
mais j'ai le sentiment que la commission Vérité et Réconciliation était une vaste consultation. Il s'agissait d'une consultation sans précédent des peuples autochtones sur les pensionnats, mais en fait, les gens nous ont parlé très largement de multiples secteurs de leur vie, et c'est pourquoi les appels à l'action sont beaucoup plus larges que le simple fait d'exposer ce qui s'est passé dans les pensionnats et de dire « réparons les pensionnats ». Cela va bien au-delà, car les conséquences vont bien au-delà. Il s'agissait donc d'une vaste consultation. Je pense que si nous revenons en arrière et que nous disons « Eh bien, personne n'a été consulté », je pense que c'est franchement une représentation injuste, parce que cela n'a pas commencé de nulle part. La composition du conseil d'administration a également fait l'objet d'une grande attention. Certains témoins ne sont pas d'accord avec l'inclusion de non-autochtones. D'autres sont d'accord, mais souhaitent un nombre plus restreint. Des débats ont également eu lieu sur la question de savoir quel gouvernement ou organisation autochtone devrait avoir la possibilité de nommer un membre du conseil d'administration. La réalité, cependant, est qu'avec de 9 à 13 membres, tous les peuples autochtones ne peuvent pas être représentés. Michael Degrenier, l'un des membres du comité transitoire du Conseil national pour la réconciliation, qui participera à la nomination du premier conseil d'administration, nous a expliqué, et je cite, « En introduisant un, vous en introduisez peut-être 4, puis un autre, et avant même de vous en rendre compte, vous avez les Nations unies. » Fin de la citation. Et il a aussi ajouté, je cite encore, « Je voudrais mettre en garde contre le fait de présenter tel ou tel groupe comme si la seule façon d'avoir une voix dans cette structure n'est pas le dialogue, mais de s'asseoir à la table au conseil d'administration. En tant que conseil initial, nous allons soigneusement trouver des personnes qui ont déjà eu l'expérience de la réconciliation au Canada. Nous recherchons des techniciens. Nous ne cherchons pas une autre organisation politique qui s'interposera entre les gens et le gouvernement. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. » Fin de la citation. Je tiens également à souligner que certaines des discussions sur la représentation au sein du conseil d'administration sont liées à des débats plus larges sur l'identité autochtone. C'est aux peuples autochtones et non aux parlementaires qu'il appartient de décider qui doit ou peut les représenter ou prendre des décisions en leur nom. Étant donné que nous ne sommes pas un monolithe, il n'est pas surprenant qu'il y ait une diversité de points de vue sur ces questions. Un contexte historique et contemporain doit être pris en compte et de nombreuses questions restent en suspens, notamment en ce qui concerne les personnes qui ont été coupées de leur famille et de leur communauté à la suite d'une assimilation forcée. Les peuples autochtones doivent disposer d'un espace leur permettant non seulement de faire face à ces tensions, mais aussi de guérir et de se réconcilier. Ce point est souligné avec éloquence par le témoin J. Lonia Mathias de Puamun-Meshkenu. En parlant de l'importance de la réconciliation entre les peuples autochtones, il a déclaré, je cite, « On parle souvent de la réconciliation entre les peuples autochtones et les institutions, qu'il s'agisse du gouvernement canadien, des ministères, des municipalités ou des gouvernements provinciaux. C'est un élément nécessaire, la réconciliation, et nous sommes en train de le faire. La réconciliation des peuples autochtones et les Canadiens est également nécessaire. Cette réconciliation est également en cours. Toutefois, la réconciliation entre les peuples autochtones est moins visible dans le projet de loi. À mon avis, la réconciliation à ce niveau est primordiale. Et en tant que jeune autochtone, je dois accepter mon histoire, les blessures du passé et les traumatismes intergénérationnels qui continuent d'être transmis, et nous devons également nous réconcilier entre nous. » Fin de la citation. Lorsqu'on lui a demandé de préciser, Lonia Mathias a ajouté, je cite, « Au niveau communautaire, et nous le voyons, il y a beaucoup de racisme entre les Autochtones eux-mêmes, entre les différentes nations, entre les membres d'une même communauté, entre ceux qui vivent dans les réserves et ceux qui vivent dans les zones urbaines. Cela aussi fait partie de la réconciliation. Nous ne pouvons pas changer le passé, pas plus que la création d'un conseil national. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est veiller à ce que certaines choses ne se reproduisent pas et comprendre comment nous pouvons travailler ensemble pour parvenir à cette réconciliation. Fin de la citation. La dynamique « nous contre eux », qui n'existait pas avant la colonisation, est profondément blessante et préjudiciable aux peuples autochtones. Alors que nous poursuivons le débat sur ce projet de loi, nous devons veiller à ne pas alimenter les divisions ainsi que la violence latérale entre les peuples autochtones. Voilà, Lynn, merci.